On est donc en live. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette cinquième et dernière conférence du colloque consacré à l'entrepreneuriat en Silver Economy. Colloque donc organisé sur la proposition du campus des métiers et des qualifications de la Silver Economy, mis en œuvre et organisé par Aix-Marseille Université, en partenariat avec l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Je passe la parole à Monsieur Tamprado, qui est notre animateur pour cette dernière conférence. Je vous souhaite une excellente soirée. Bien, merci Emmanuel et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Voilà, nous allons parler ce soir technologie, innovation, recherche dans la Silver Economy avec les participants à la conférence d'abord et à la table ronde ensuite que je vais vous présenter brièvement. Donc notre conférencier du jour est Lucas Pérez. Donc Lucas Pérez, vous êtes expert consultant en santé en autonomie au sein de l'entreprise que vous avez cofondée avec votre papa qui est médecin et qui s'appelle Health My Project. Et vous êtes aussi expert pour l'EIT Health, hein, c'est l'organisme européen pour lequel vous animez une web-série YouTube, hein, il ne faudra pas hésiter à en faire la publicité, qui popularise les sujets autour des technologies, l'intelligence artificielle, la longévité, le métaverse, etc. Et vous êtes aussi conseiller stratégique notamment pour l'entreprise Life Plus, qui commercialise une montre qui permet la détection des chutes et la prévention des premiers signes de fragilité chez la personne âgée. Donc ce soir, vous allez faire un tour d'horizon de la question des technologies et de la recherche. Un bref tour d'horizon, évidemment, dans le temps qui nous est imparti. Après quoi, les participants à cette table ronde s'exprimeront et on donnera la parole en premier à nos deux jeunes entrepreneurs. Marie-Odile Maquinet est diplômée de l'école polytechnique féminine avec une spécialisation en informatique. Passionnée de réalité virtuelle, donc on est en plein dans le sujet. Elle nous racontera comment lui est venue l'idée de cofonder avec son ami Bérangère Henrion la start-up Ability et on lui laissera dévoiler ce que fait cette start-up et ensuite on discutera du rôle, de la place et de l'avenir de la réalité virtuelle dans les technologies pour le vieillissement. Après quoi, nous discuterons avec Nicolas Turpot. Alors, Nicolas, je l'ai invité parce qu'il a un profil intéressant. Il a été thésard, donc c'est un scientifique, et le, le produit qu'il commercialise dans l'entreprise qu'il a cofondée est issu de son travail de thèse. Mais en plus, il a aussi un master euh, en, en direction d'entreprise, hein, c'est ça, un master en direction d'entreprise. Et donc, il nous dira pourquoi cette double compétence est importante dans la position qu'il occupe. Et surtout, évidemment, on l'interrogera sur sa vision de l'intelligence artificielle et la place dans les hashtags. Et donc, après, on remontera d'un cran, si je puis dire, et on s'interrogera sur la façon dont on peut accompagner finalement les entreprises le mieux possible autour de l'innovation technologique. Et là, pour cela, j'ai fait appel à deux responsables de structures. Marjorie Nanteuil, qui est la responsable du hub Collab for Silver de la région Sud, qui est un hub du CEA. Alors, bon, Marjorie, elle a aussi un parcours très intéressant parce qu'elle a fait une thèse en physique théorique, comme on dit chez nous, c'est une tronche. Elle a ensuite changé de voie, alors qu'elle était promise. L'avenir est prometteur, hein, Marjorie, mais bon, il l'était avant aussi, et donc voilà, vous avez changé de voie et vous êtes dirigé vers l'accompagnement des entreprises et vous nous raconterez comment et ce que fait le CEA et pourquoi il le fait dans ce domaine. Et voilà, et non pas on terminera parce qu'on va essayer d'échanger tous ensemble, mais ensuite
On donnera aussi la parole, bien sûr, à Isabelle Dufour. Isabelle Dufour, c'est la directrice générale du Gérondif, le Gérontopole d'Île-de-France, extrêmement réputé, à juste titre. Et donc Isabelle Dufour, elle a été directrice d'un grand hôpital aussi parisien, et elle nous racontera, elle a en charge maintenant l'accompagnement des projets de recherche et d'innovation technologique dans le Gérondif, et elle nous racontera comment ça se passe dans ce Gérondif, et on échangera tous ensemble sur vos visions respectives des technologies dans la cyberéconomie, et j'espère qu'on va bien s'amuser. Voilà, et donc on va d'abord laisser la parole à notre conférencier et on le retrouve à la fin de son propos pour enchaîner sur la discussion. À tout à l'heure. Donc merci. Ok. Ok, donc merci Jean-Jacques pour les présentations et aujourd'hui je vais donc vous partager ce sujet qui est les technologies pour l'autonomie, l'innovation et la recherche dans cette économie qui est la cyberéconomie. Donc, share file, ok. Comme je vous l'ai dit, le sujet d'aujourd'hui, donc le propos du sujet d'aujourd'hui sera donc l'innovation, la recherche et les technologies pour l'autonomie. Et avant de parler de ces technologies pour l'autonomie, que l'on appelle aussi aujourd'hui des Edge Tech, parlons rapidement du contexte. La population française, comme la population européenne et la population mondiale, est une population vieillissante. Et le concept donc de vieillissement, les concepts d'espérance de vie et de longévité sont prégnants dans nos différentes économies. Et il est à noter aujourd'hui, effectivement, donc un accroissement de cette espérance de vie en bonne santé ou non, et aussi un accroissement de la longévité. Alors la longévité, effectivement, qui est souvent confondue avec l'espérance de vie, la longévité est un facteur assez important au vu de ces technologies et des recherches sous-jacentes. La longévité, pour le faire simplement, c'est la durée de vie maximale d'un être humain, d'un point de vue biologique. Cette longévité, notamment l'accroissement de cette longévité qui est repoussée petit à petit au fil des avancées scientifiques et multicausale finalement. Elle est due notamment à l'essor du progrès scientifique et du progrès médical depuis plus d'un siècle, avec des techniques opératoires de plus en plus innovantes, une médecine de réanimation qui permet aujourd'hui de maintenir les sujets souffrants via des traitements qui permettent de suppléer différents organes tels que le cœur, les reins et autres. Donc ça c'est une cause justement de l'accroissement, de cette longévité qui petit à petit est repoussée toujours plus loin. Bien évidemment, l'élévation du niveau de vie à travers les salaires, à travers nos régimes de protection sociale, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne et dans la plupart des pays occidentaux, je dirais, qui permettent justement de prendre en charge les aléas de la vie, les problèmes de santé étant un aléa de la vie, mais aussi le risque, par exemple, d'être au chômage, donc le risque du travail. Et d'autres causes à cette longévité accrue sont également les diagnostics précoces. On pense notamment au dépistage des cancers, une médecine aussi de plus en plus prédictive, les progrès thérapeutiques, avec les industries pharma et les nouvelles thérapies qui sont développées au fil des années, et l'amélioration de la nutrition, des habitudes alimentaires et du mode de vie. Avec un focus que j'aurais envie de faire, ce focus, c'est sur l'activité physique, et j'en parlerai un peu plus tard. L'activité physique, effectivement, c'est un axe de ces technologies pour l'autonomie, de ces gérontechnologies ou de ces edge tech. À vous de choisir le meilleur terme. L'activité physique, effectivement, c'est un grand axe de ces différentes technologies que vous verrez qui sont multisectorielles, que l'on retrouve dans plusieurs secteurs, dans le secteur de la santé, dans le secteur du bien-être,
dans le secteur des serious games et autres. Et c'est que l'activité physique aujourd'hui est très importante. Est très importante justement dans ce secteur-là, avec notamment des recommandations du ministère français des Sports pour la simple et bonne raison que l'activité physique diminue de beaucoup, hein, d'ailleurs, les maladies coronariennes, les diabètes de type 2 ou encore les accidents cérébrovasculaires cérébraux. Donc l'activité physique, c'est quelque chose d'assez important et qu'on retrouve beaucoup dans ces technologies à travers différents types de solutions. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on parle beaucoup de Edge Tech. Les Edge Tech, c'est finalement une notion anglo-saxonne qui nous vient de différents auteurs, des auteurs américains, des auteurs anglais, des auteurs israéliens aussi également. Je pense notamment à cette autrice et stratège américaine qui est Laurie Orloff, qui est consultante pour les caisses de retraite et fonds de pension américains et qui intervient sur cette thématique des Edge Tech. Comment les Edge Tech permettent de préserver l'autonomie des seniors américains et quels sont leurs impacts aussi sur le système de santé et le système social américain. Donc c'est une des autrices assez connues sur le sujet. Edge Tech, c'est aussi le terme du livre de cette autrice israélienne qui est Keren Etkin. D'ailleurs, le terme Edge Tech est repris dans le titre de son ouvrage, The Edge Tech Revolution, qui a été publié l'année dernière. Et on le voit, ce terme finalement, au fil des années, est popularisé par des livres, par des conférences. Et c'est un terme aujourd'hui qui a vraiment une place légitime dans cette économie de produits, de services, directement ou indirectement, destinés à la population senior. Un peu plus avant, on a beaucoup parlé aussi, alors pour le monde francophone, j'ai envie de dire, on a beaucoup parlé des technologies pour l'autonomie, des gérontechnologies. Alors à savoir, et on le verra un peu plus tard, ces technologies, finalement, en tout cas le terme de gérontechnologie a été théorisé, il a été évoqué il y a très longtemps, fin des années 80. Pour ceux qui s'en souviennent. Et effectivement, ces technologies, à la base, qu'on les appelle les gérontechnologies ou les technologies pour l'autonomie, ont toujours été très focalisées sur des aspects somatiques, sur le corps de l'individu vieillissant, donc un aspect très fonctionnel et aussi cognitif. Donc les gérontechnologies, au départ, c'était surtout ça. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé à m'intéresser au sujet au début des années 2010 avec un mémoire universitaire notamment sur ces technologies pour l'autonomie. Et l'exemple à l'époque que l'on citait le plus, c'était le chemin lumineux pour les personnes âgées souffrant de déficiences notamment visuelles, ayant du mal à se repérer dans des environnements obscurs, bien évidemment le domicile. Et c'est vrai que ce qui revenait souvent comme exemple de gérontechnologie, c'était ces chemins lumineux pour ces seniors ayant des déficiences visuelles, type cataracte ou DMLA. Donc, gérontechnologie, technologie pour l'autonomie, c'est finalement des notions qui sont assez proches, à la fois sur les aspects fonctionnels, enfin, en tant que solution, qu'est-ce que ces solutions apportent pour préserver le corps du senior, maintenir le corps du senior plutôt en bonne santé, et aussi sur l'aspect cognitif. Et enfin, le dernier concept, alors qui est un concept qui est un peu moins connu, mais enfin un concept qui est une notion un peu moins connue, et qui est celle de Regeneration Tech, qui nous vient aussi du monde anglo-saxon, qui relève un peu plus de la biotechnologie plutôt que de celui, on va dire, des produits et des services grand public comme les Edge Tech. Parce que finalement, les Edge Tech, c'est très englobant, à la fois sur des technologies fonctionnelles, à la fois sur des technologies cognitives. Et aujourd'hui, une Edge Tech, c'est un assistant vocal Alexa, par exemple, ou encore une crème anti-âge. Les Rejuvenation Tech, qui sont beaucoup... on va dire développées à partir d'études. Ces Rejuvenation Tech, elles ont vraiment pour but finalement le vieillissement ou la longévité la plus accrue possible, si je puis dire, avec des recherches
sur les télomères, enfin l'extension des télomères et une longévité extrêmement accrue. Alors, c'est qu'aujourd'hui, ça peut paraître être de la science-fiction, mais il y a de réelles recherches, notamment dans le monde anglo-saxon, aussi peut-être pour des raisons de bioéthique, sur ces technologies dues aussi de ce qu'on appelle le reverse aging. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies sur ce marché de la cyberéconomie, mais aussi sur le marché grand public. Mais finalement, la finalité reste toujours la même. Cette finalité-là, c'est comment préserver l'autonomie du senior, que ce soit dans son corps vieillissant, ou dans sa cognition, ou en tout cas les aspects cognitifs. Et c'est vrai qu'effectivement, bien que les technologies ou des technologies arrivent ou se développent sur le marché, on pense notamment à l'intelligence artificielle, à la robotique humanoïde, les technologies haptiques, le metaverse, enfin réalité virtuelle, dans des environnements 100% immersifs ou semi-immersifs. Aujourd'hui, finalement, cette finalité reste la même. C'est l'autonomie. Quoique les technologies évoluent, l'autonomie reste l'axe principal, en fait, sur lequel travaillent ces technologies. Et j'ai même envie de dire que finalement, ce qui n'a pas changé au fil des siècles, c'est le corps, l'aspect somatique, le corps du senior, qui reste le même dans ses pathologies, dans son fonctionnement, et aussi ses aspects cognitifs, finalement, qui n'ont pas évolué au fil des siècles, voire même au fil des millénaires. Donc, comme je le disais aujourd'hui, ces nouvelles technologies. Alors, je vais prendre des technologies qui sont assez récentes, en tout cas assez récentes et assez médiatisées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, on a beaucoup parlé, en tout cas ces 2 dernières années, du metaverse, alors qui est un terme qui a beaucoup été popularisé par la firme américaine Facebook et qui aujourd'hui permet de se divertir, que ce soit pour les populations vieillissantes ou pour les populations plus jeunes. Le metaverse aussi, c'est aussi un fabuleux outil de formation, à la fois pour des étudiants en médecine qui vont apprendre des nouvelles techniques opératoires dans des blocs opératoires virtuels. Ça, aujourd'hui, ça existe dans le metaverse. Mais le metaverse, c'est aussi l'opportunité pour des personnes, possiblement des seniors, de se rejoindre en fait dans des environnements ultra réalistes, très perceptifs, de plus en plus sensoriels. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec ce qu'on appelle les technologies haptiques, dont Jean-Jacques est un expert d'ailleurs. Ces technologies haptiques qui vont permettre, par exemple, d'améliorer les sensations de toucher à travers un gant, à travers une combinaison et à travers ce qu'on appelle le retour haptique. Donc ça peut se faire à travers une combinaison, à travers un gant, à travers une canne qui va être conçue en intégrant cette technologie pour permettre typiquement à un senior d'éviter un obstacle ou d'être guidé vers un objet par une vibration, par une sensation. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelles technologies, c'est ce que j'écris donc dans mon livre qui est Real Health Virtual World, à travers différents cas d'usage. Je pense avec d'autres, avec notamment Luc Julia, que j'ai eu l'honneur d'interviewer. Donc Luc Julia, qui est un Français assez connu dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui est notamment le co-créateur de Siri d'Apple, du Siri d'Apple, qui d'ailleurs à l'origine était destiné aux personnes handicapées et qui est devenu finalement une technologie grand public. Et nous, ce que l'on pense effectivement, c'est que le metaverse, aujourd'hui, qui est accessible via un casque, sera dans le futur vécu aussi de par ces technologies haptiques, justement, pour apporter de meilleures sensations de toucher et autres, et aussi en fournissant des cas d'usage intéressants, notamment pour du personnel infirmier, afin de ressentir, par exemple, la douleur d'un patient et de savoir comment le prendre en charge. Très vite, s'agissant de ces nouvelles technologies, je voudrais aussi évoquer le cas de la robotique humanoïde à travers une société que vous connaissez peut-être, qui est la société Fourier Intelligence, qui est une société chinoise et qui développe, notamment dans le marché domestique chinois, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, des robots humanoïdes servant justement à faire du soin, mais servant aussi à accompagner, voire même à rééduquer des seniors. Cette
technologie, alors les robots humanoïdes, c'est pas tout jeune, hein, et il y a eu de la recherche déjà il y a plusieurs décennies sur le sujet. Bon, ce qui à la base semblait être de la science-fiction est aujourd'hui une réalité bien concrète. Mais ces robots effectivement présentent un intérêt, notamment sur le marché chinois, au vu de la population vieillissante qui se compte en dizaines, voire en centaines de millions de personnes sur ce marché-là. Et effectivement, de nombreux cas d'usage ont pu être développés et il y a un vrai défi finalement. Il y a un vrai défi pour ce marché du fait qu'il y aura peut-être pas assez de personnel soignant pour ces profils-là. Et enfin, l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle a été très médiatisée cette année, notamment à travers des salons, à travers des émissions télé, des documentaires, des interventions. L'intelligence artificielle, en tout cas, dans notre secteur, qui est le secteur de la santé et qui est aussi le secteur de la cyber economy, l'intelligence artificielle est très pertinente, notamment comme outil de prédiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous connaît mieux que vous ne connaissez finalement vous-même et permet possiblement de détecter les premiers signes de fragilité, non pas quand ils surviennent, mais avant qu'ils surviennent. Peut-être 1 mois, 2 mois, 10 mois avant la survenue des premiers signes de fragilité. C'est également la même chose pour la chute. Et aujourd'hui, dans le secteur de la cyberéconomie, on connaît des solutions qui permettent, par exemple, à travers le remplissage de questionnaires, par exemple, en récoltant des infos sur le niveau de douleur d'un senior, sur sa marche et autres, on peut aujourd'hui prédire que ce senior a tant de pourcents de chances d'être hospitalisé, par exemple. Avec voilà un degré de fiabilité assez prononcé. Donc l'intelligence artificielle très pertinente pour la cyberéconomie sur des cas d'usage très concrets, notamment dans la prédiction de certains problèmes de santé qui engendrent de l'hospitalisation programmée, non programmée, surtout non programmée. Donc, pour faire un peu d'histoire, comme je le disais, le terme de géantechnologie, technologie pour l'autonomie, est assez ancien. Le concept et la notion de géantechnologie a été utilisé pour la première fois en 1989 par des chercheurs de l'Université des technologies d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Et lors de ce congrès, on a utilisé pour la première fois ce terme de géantechnologie pour qualifier des technologies d'aide, justement, pour les personnes âgées. Alors très recherche à la base, mais qui petit à petit, voilà, a trouvé de plus en plus de cas d'usage et qui s'est démocratisé à la fois aux Pays-Bas, mais on va le voir aussi en France. En France, donc cette notion de géantechnologie, elle a surtout été développée au sein d'un groupe de travail qui a été créé en 1998 suite à une recommandation du Conseil de l'Europe à l'époque. Et l'idée, c'était vraiment de s'intéresser, donc grâce à une impulsion, si je puis dire, européenne, de s'intéresser à ces technologies pour le maintien à l'autonomie et face à ce défi dont on avait déjà conscience à l'époque, qui était, et qui est encore d'ailleurs, le vieillissement de la société. Donc une réelle prise en compte de ces technologies pour aider les personnes dans leur perte d'autonomie. 2007, on a le premier rapport, si je puis dire, d'envergure, qui est remis par un professeur et praticien grenoblois qui est Vincent Rial. Donc c'est un rapport sur les technologies nouvelles susceptibles d'améliorer les pratiques géantechnologiques. Et l'idée, c'est effectivement de rassembler toutes les connaissances qu'on avait sur ces solutions pour aider au mieux à préserver l'autonomie des seniors français, étant donné que c'était un rapport français. Dans la foulée et la même année, on a la création donc de la première société française des technologies pour l'autonomie et de géantechnologie, avec différents spécialistes, notamment des médecins, mais pas que, il y avait aussi des ingénieurs, des informaticiens. 2010, le premier rapport, on va dire, un peu plus focalisé sur notamment le maintien à domicile, alors qui est effectivement
qui émane d'une envie finalement des Français de vieillir à domicile, d'être maintenus à domicile le plus longtemps possible en tout cas. Et un des axes de ce rapport, donc du rapport du professeur Franco, qui est un professeur de gériatrie, qui a d'ailleurs été un des premiers Français à s'intéresser à ces technologies, l'idée c'était de dire comment, grâce à ces technologies notamment, on peut améliorer le maintien à domicile des seniors français vieillissants, qui souhaitent, coûte que coûte, vieillir à domicile. Et 2013, si je puis dire, c'est un peu la grande date pour ce marché qui est la silver economy. Donc 2013, c'est la signature d'un contrat de filière interministériel entre le ministère du Travail et aussi le secrétariat d'État chargé des personnes âgées, qui dit aujourd'hui il y a des acteurs sur le marché, il y a des intérêts à défendre, que ce soit des intérêts sociaux, des intérêts économiques, et on va se rassembler aujourd'hui pour créer un grand écosystème national et régional destiné à soutenir le développement de ce secteur. Et de bonnes initiatives ont d'ailleurs émergé de ce contrat de filière. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Silver Valley, qui s'est construit la même année, des partenariats entre Silver Valley et des hôpitaux gériatriques, notamment à Évry-sur-Seine, le développement aussi de la silver economy du point de vue territorial aussi, avec des régions qui se sont emparées de la thématique et qui ont fait émerger aussi des projets entrepreneuriaux très intéressants. Donc 2013, c'est un peu l'officialisation française de ce secteur qui est la silver economy. Donc on voit effectivement au fil des années une vraie transition de ces technologies pour l'autonomie ou ces gérontechnologies, une vraie transition au niveau du paradigme, au niveau de l'approche. Comme le disait le professeur Franco, au début, on avait vraiment une approche, alors c'était le professeur Franco qui le disait, c'était une approche hippocratique, une approche très médicale de ces technologies, une approche curative, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que les gérontechnologies, à l'origine, c'était des technologies qui avaient été théorisées par des médecins spécialistes, notamment des gériatres. Donc voilà, une approche à l'origine très curative et qui petit à petit est devenue une approche un peu plus préventive. Et d'ailleurs, cette approche a été poussée, a été potentialisée, si je puis dire, par les entrepreneurs du secteur, qui n'étaient pas forcément médecins. C'était souvent, et d'ailleurs ça l'est encore, des ingénieurs, des gens du monde entrepreneurial, et qui se sont emparés de ces solutions, en tout cas dans le développement. Les edge tech aussi, alors avec cette transition-là, se sont de plus en plus focalisés finalement sur l'individu dans sa globalité. Non plus sur la maladie gériatrique, mais vraiment dans sa globalité, ou sur les causes de la maladie, ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle. Donc ça, très prégnant aussi. Et finalement, les explications à ça, les explications au développement finalement de gérontechnologies plus englobantes, c'est tout d'abord une volonté politique, on l'a dit avec la signature de ce contrat de filière en 2013, c'est aussi une volonté, j'allais dire, juridique. C'est que on se posait déjà ces questions à l'époque, on se posait la question de savoir si la dépendance pouvait être considérée comme une maladie ou une pathologie, ou est-ce que c'était un concept un peu plus abstrait finalement. Et ça, bien évidemment, cette réflexion-là sur la dépendance et le fait que la dépendance soit une maladie, ça a une conséquence possiblement aussi sur la prise en charge de ces technologies pour l'autonomie ou de ces edge tech. À savoir que possiblement les technologies pour l'autonomie pourraient être remboursées au même titre que des produits de santé, ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, par exemple un fauteuil roulant, par exemple des aides auditives. Est-ce que des solutions, prenons par exemple un chemin lumineux, pourrait être remboursé par la sécurité sociale française. Voilà, ça c'est aussi des réflexions juridiques qui ont eu lieu, qui courent encore aussi un peu aujourd'hui, et voilà, et qui peuvent expliquer aussi cette transition de gérontechnologie pure et dure médicale à des edge tech un peu plus englobantes. Et bien évidemment, une autre explication, c'est la loi du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces edge tech sont aussi définis par ce que l'on propose sur ce marché-là. Donc, on en parle beaucoup, et je vais peut-être sembler
répétitif en disant ça, mais les edge tech finalement se diffusent à travers tout un tas de secteurs. Les secteurs les plus connus, si je puis dire, c'est la santé, la sécurisation de l'environnement, les serious games, l'automobile, qui est un secteur un peu moins connu, mais dans lequel on trouve des produits ou des services pour seniors, enfin indirectement destinés à des seniors, et qui se rapproche beaucoup d'ailleurs du secteur de l'électroménager. Tant le secteur de l'électroménager que le secteur de l'automobile pensent leurs produits pour des publics seniors, sans évidemment les nommer ou les estamper de produits pour seniors, mais voilà, les groupes automobiles, notamment le groupe Renault ou encore le groupe SEB, pensent justement leurs produits, leurs innovations en termes d'ergonomie, en termes de sécurité, en termes de confort pour des publics seniors. D'ailleurs, ce qui est pas étonnant, notamment quand on sait que dans le secteur de l'automobile, la plupart des acheteurs des modèles SUV notamment sont des acheteurs de plus de 56 ans. Ce qui fait écho aussi au fait que dans ces industries, on retrouve des cellules recherche et développement qui réfléchissent justement à l'ergonomie de ce type de véhicule pour ces publics âgés de plus de 56 ans. Plutôt des publics jeunes seniors, on va dire. La santé, comme je le disais, alors la santé qui va bien évidemment au-delà du médical, le médical étant partie intégrante de la santé, mais la santé n'étant pas médicale, dans ce secteur-là, on retrouve, alors comme l'avait dit Jean-Jacques, des solutions comme Life Plus, qui est aujourd'hui une solution assez avancée sur la détection automatique de chute, la détection des premiers signes de fragilité notamment, avec des algorithmes assez avancés. On trouve également, donc dans un autre secteur, mais qui fait aussi un lien avec le secteur de la santé, dans celui du divertissement, mais du divertissement sérieux, ce qu'on appelle les serious games, avec des solutions comme Voscalia également, qui proposent de la rééducation dans des environnements semi-immersifs pour travailler par exemple la préhension du sujet âgé dans cet environnement virtuel. Et également le bien-être. Le bien-être, j'ai même envie de dire, c'est un secteur à part entière, c'est un secteur finalement qui est bien taillé pour cette cible senior, qui a du temps, qui a les moyens, et qui aussi fait attention à elle. Et là aussi, on retrouve beaucoup de solutions dans ce secteur de la cyberéconomie qui approchent ce secteur-là du bien-être. Donc comme je vous le disais, et je vais pas m'attarder là-dessus, on est vraiment passé d'une approche finalement gériatrocentrée de ces edge-tech, de ces technologies pour l'autonomie, à des approches un peu plus axées sur les besoins, sur les usages de ces technologies. J'en parlerai un peu plus tard, c'est les deux approches que l'on appelle à la fois les approches technology push et les approches market pull. Voilà. Donc la cyberéconomie française, toujours et encore, a pu être un peu, en retard par rapport à d'autres silver economy, comme notamment la silver economy anglaise. Et je vais vous prendre un exemple qui est celui de la télémédecine, de la téléassistance. On l'a vu notamment, la téléassistance française, ces 10-15 dernières années, était adressée à des usagers très âgés. Ce qui fait que le nombre était assez restreint finalement. Alors qu'en Angleterre, la téléassistance a toujours été vendue, en tout cas, vers des publics, on va dire, âgés, jeunes seniors, à bien évidemment des seniors plus à risque de chute, par exemple. Et effectivement, la silver economy anglaise a toujours proposé des solutions de téléassistance à plus de personnes, finalement, à plus de seniors que la téléassistance française. Je dis pas que c'est bien, voilà, je dis pas que c'est mal, mais il y avait une approche quand même assez différente sur les profils qu'on voulait toucher à travers cet axe de la téléassistance. Et peut-être, voilà, ce qui explique aussi le fait que le modèle anglais était peut-être moins gériatrocentré que le modèle français, tout du moins à l'époque. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, deux approches qu'on retrouve dans la recherche, c'est-à-dire dès le début de la conception, de la préconception du produit, jusqu'à sa commercialisation, son marketing. Aujourd'hui, on constate deux approches. Donc, l'approche technology push,
c'est-à-dire une invention, un procédé, un produit, un service est découvert fortuitement, par exemple. On le développe, on se dit qu'est-ce que peut faire ce produit pour la personne âgée, pour une personne souffrante ou toute autre cible, et on essaye par la suite de trouver un besoin pour cette invention. Alors que le User and Market Pearl, lui justement, c'est l'inverse. Il part d'un besoin concret et par la suite on développe le produit ou le service en fonction du besoin qui a été déterminé dès le début. Et ça, typiquement, donc ces deux approches, on les retrouve dans le développement de ces technologies pour l'autonomie. J'aimerais d'ailleurs prendre un exemple assez emblématique, si je puis dire, en tout cas pour moi, qui est le technology push dans la cyber economy. Comme je le disais, le technology push, il ne résulte pas forcément d'une demande clairement exprimée et identifiée à la source, et l'innovation provient généralement d'une découverte scientifique. Et ça, notamment, c'est ce qu'on a pu voir avec le développement de crèmes anti-âge qui ont résulté justement d'un procédé découvert par la NASA en microgravité pour justement enrichir ces crèmes anti-âge via des bioréacteurs et via l'utilisation de fibroblastes humains dans ces bioréacteurs qui ont justement été développés en microgravité. Donc ça, c'est le technology push. On a trouvé quelque chose dans l'espace, si je puis dire, et après, on l'a appliqué à des crèmes anti-âge. Deuxième approche, donc complètement différente, c'est le market pearl, comme je le disais. Le market pearl, souvent, il vient d'utilisateurs, d'utilisateurs un peu avertis, qu'on appelle les utilisateurs pilotes ou les lead users, et eux, de par leurs usages, ou même leurs usages détournés, innovent, font de l'innovation. C'est par exemple le cas du chirurgien qui va détourner l'utilisation d'un instrument opératoire pour opérer différemment, ou d'un sportif qui va utiliser son matériel différemment peut-être pour un autre sport ou de manière différente. Et le market pearl, c'est aussi les utilisateurs ordinaires. Donc il n'y a pas que des utilisateurs avertis, il y a aussi des utilisateurs ordinaires qu'on voit souvent d'ailleurs à travers l'innovation frugale, qui est une innovation qui se développe beaucoup dans les pays un peu moins riches, on va dire, où il y a moins de technologie. Et là, les utilisateurs vont développer eux-mêmes, en fonction de leurs besoins, des solutions. Et donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, du Mac 400, qui est un ECG portatif qui a été développé en Inde, en coopération avec General Electric, mais vraiment par des médecins indiens qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour développer de la technologie, et qui ont innové en créant ce type de produit. Donc voilà, les questions qu'on peut se poser, c'est si les edge tech sont-elles tech push, donc technology push, ou market pearl. Finalement, et par expérience, on est un peu sur les deux modèles. À la fois en voyant des entrepreneurs créer des solutions ex nihilo, d'une invention, d'une idée, et en se disant quel besoin ça peut toucher. Et de l'autre côté, des entrepreneurs, j'allais dire très pragmatiques sur leur cible, de par des cohortes, des groupes de seniors se disent là il y a quelque chose à faire, par exemple sur l'hydratation des seniors, et on va concevoir un verre connecté ou autre pour cette problématique-là, qui est remontée à travers X seniors. Donc, pour terminer, la validation scientifique et médicale est très importante aussi dans le domaine de l'innovation, de la recherche pour seniors, dans cette même économie. La validation scientifique et médicale, elle peut être qualitative, à travers notamment le fait d'interroger des médecins spécialistes pour, par exemple, le développement d'un vélo spécifique senior. Donc, ces personnes-là, connaissant le domaine, vont vous dire, par exemple, ce vélo-là peut faire de la proprioception, peut toucher tel type de muscle profond, par exemple. Et donc, vous êtes sur la bonne piste. En tout cas, votre produit a potentiellement une finalité médicale. Cette validation scientifique et médicale, elle peut aussi être quantitative. Donc là, on est plutôt sur le nombre de personnes à interroger ou de spécialistes à interroger.
Cette validation, elle peut être aussi un gage de confiance pour le consommateur, qui va se dire, bah voilà, comme ce produit a été certifié, bien que ce produit même soit un produit grand public, si des spécialistes ont dit que c'était OK, que c'était validé, voilà, ça me rassure et potentiellement je peux l'acheter. Enfin, la validation scientifique et médicale, c'est aussi une piste de développement scientifique et stratégique. À travers notamment notre expérience, on a vu que des produits qui, à la base, étaient destinés plutôt au grand public, ont par la suite pivoté vers le marché des dispositifs médicaux, des produits de santé, parce qu'on avait vu des finalités médicales qui n'avaient pas été vues dès le départ, ce qui a permis de segmenter aussi l'offre. Ça a été c'est ce on a pu voir par le passé. Et enfin, cette validation, bien évidemment, a un intérêt pour ceux qui financent ces innovations, et je pense notamment au capital risque, notamment quand on parle de start-up, et de manière globale des investisseurs qui, eux, bien évidemment, ont une approche financière et comptable des projets dans la silver economy, et qui, la plupart du temps, s'appuient sur ces validations scientifiques pour investir ou ne pas investir. Donc voilà, très rapidement, je vais conclure. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire par le passé à travers différentes expertises sur différentes spécialités médicales. Bien évidemment, la spécialité qui revient le plus souvent quand on parle de silver economy, de produits et de services pour seniors, c'est la gériatrie, mais pas que. Par transversalité, on peut aussi étudier d'autres spécialités. Et donc ces études sont assez enrichissantes et assez directrices finalement pour les porteurs de projets. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute, et bien évidemment je reste à votre disposition si questions il y a. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si on m'entend, oui. Merci Lucas pour cette introduction extrêmement complète et ce tour d'horizon. Alors je me tourne vers Johanna qui gère le chat pour savoir si on a des questions. Sinon, j'en aurai peut-être une ou deux. Ok, donc il n'y en a pas. Donc peut-être une question. Je me demandais en vous écoutant ce qu'on peut considérer finalement comme étant Edge Tech. Bon, les gérants techno initialement c'était quand même beaucoup la domotique, les capteurs au domicile. Et donc finalement, quand je vous écoute, je me demande si par exemple une plateforme web qui propose des séances d'activité physique donc à distance, par exemple, est-ce que c'est du même niveau finalement que ceux dont on va parler dans quelques minutes, par exemple, des dispositifs qui utilisent l'IA ou la réalité virtuelle, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça un peu à tout mélanger, bon, et appeler tout ça Edge Tech, parce que bon, je vois aussi, par exemple, que bon, on dit maintenant, il va y avoir moins de problèmes avec les technologies pour les seniors parce qu'ils utilisent tous leur smartphone. Mais bon, ça c'est peut-être vrai pour la plateforme qui propose des séquences vidéo d'activité physique. Mais après, pour d'autres technologies, c'est peut-être un petit peu, ils en sont peut-être un petit peu plus à distance. C'est quoi votre point de vue là-dessus, Lucas? Alors, comme je le disais, il y a un aspect sémantique. C'est-à-dire que la Edge-Tech, comme je l'ai dit, c'est une notion qui est finalement très anglo-saxonne, avec notamment le livre de Karen Etkin, notamment. C'est une notion qui est très anglo-saxonne, mais finalement qui est assez proche de la notion de gérant technologie ou de technologie pour autonomie, de par la cible qu'on essaye de toucher. Comme je le disais aussi, dès l'origine, ces gérants technologie, elles émanent de la recherche, elles émanent du monde médical, alors qu'aujourd'hui, ces edge techs sont un peu plus, je dirais, englobantes. Finalement, c'est ça, les edge techs sont plus englobantes sur des produits directement destinés aux seniors. On peut parler d'un déambulateur, on peut parler du fameux chemin lumineux, mais aussi sur des produits indirectement destinés aux seniors. C'est pour ça que je prenais l'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est un cas assez emblématique finalement de technologie. Oui, de technologie. Un radar de recul, typiquement, c'est possiblement une edge tech.
sache que la cible a plus de 56 ans et qu'elle achète des SUV. Donc, c'est un peu plus implicite finalement. Les edge tech sont plus englobantes, comme je vous le disais, mais finalement que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes produits et toujours moins la même philosophie en termes de sécurité, de confort, ce qu'on a beaucoup entendu d'ailleurs de par les experts du milieu. Ouais. Alors, ce qui me semble qui a changé, ça va me permettre de faire le lien avec la table ronde et avec nos entrepreneurs qui sont là ce soir. Ce qui me semble qui a changé, vous l'avez dit, mais est-ce que j'ai bien compris, c'est que autour des années 2010, finalement, c'était le milieu médical, les gériatres qui identifiaient des besoins, éventuellement à la place des usagers. C'est pour ça que parfois ça marchait pas très bien. Ils se tournaient vers les ingénieurs pour proposer des solutions. Et on appelait ça les gérants technologie. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, ce qui a changé, c'est que ce sont les entrepreneurs, des ingénieurs entrepreneurs, qui, à partir de l'analyse des usages, imaginent et élaborent des solutions et qui se tournent ensuite vers le milieu médical, éventuellement vers les chercheurs pour les faire valider. Et alors, on va poser la question justement à nos deux entrepreneurs pour leur demander un petit peu justement de raconter le storytelling de leur solution dans un premier temps avant de revenir sur les questions plus profondes, on va dire. Donc je vais me tourner vers Marie-Odile et lui demander de nous raconter finalement comment ce qu'elle fait et comment elle est arrivée à le faire. Voilà, en quelques. Ça marche, merci. Donc bonjour, je m'appelle Marie-Odile Maquinet et je suis cofondatrice de Ability. Ability, c'est une solution de réalité virtuelle à destination de la rééducation. Et en effet, c'est né d'une rencontre avec Bérangère Orion, qui est mon associé, et Léandre, qui était un jeune qui avait fait un AVC infantile et qui, du coup, faisait partie d'un parcours éducatif qui est très long, qui est avec des exercices intenses, répétitifs, et on voyait qu'il y avait vraiment un problème de motivation. Et donc nous, on a voulu créer une solution pour lui, mais finalement pour beaucoup d'autres personnes, parce que l'AVC, ça touche énormément de personnes. Et finalement, et on n'est pas que sur l'AVC, on a augmenté le panel de pathologies pour qui nous travaillons. Et notre solution aujourd'hui, elle va être utilisée plutôt en gériatrie, parce qu'on est sur une techno qui est ultra accessible, et ça, c'est vraiment le point très important pour nous. Donc nous, le besoin, il est venu plutôt à notre école, puisqu'on était en hackathon de l'EPF, du coup, avec Bérangère, quand on était dans nos études, et qu'on a rencontré Léandre. Et suite à ça, on a vraiment voulu développer l'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte que ça touchait énormément de personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on a travaillé à faire un partenariat avec le CHU d'Angers pour co-développer la solution avec des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes. Et depuis, on continue de renforcer ces partenariats. On est aussi en partenariat avec la Fondation COS à Troyes et la Fondation Opal au centre Jacques Calvi à Berck-sur-Mer. Et pour nous, c'est primordial de développer avec les professionnels de santé, parce que c'est eux qui vont avoir la connaissance médicale, là où nous, on va pouvoir la traduire techniquement. Et c'est de cette collaboration que sont nés 25 exercices pour l'instant qui sont disponibles sur notre plateforme et qui permettent de vraiment rendre plus ludiques les séances de rééducation des patients, de les remotiver, mais aussi d'avoir un outil qui permet d'avoir plusieurs environnements motivants, de pouvoir paramétrer chaque exercice au niveau de progrès du patient, le suivre en temps réel et aussi suivre son progrès sur le long terme grâce aux données qu'on va remonter. Et ça ajoute aussi un aspect motivationnel à la plateforme, ce qui est notre point principal. Et c'est très accepté du coup par les personnes âgées. Il n'y a aucun souci. Souvent, c'est plus une question de comment est amenée la technologie, parce que nous, on l'a vraiment développée pour qu'elle soit très accessible. Donc, on va être sur un casque qui est autonome, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de capteur à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'utiliser non plus les manettes. En fait, on va utiliser nos mains
pour interagir avec l'environnement 3D. Et donc ça rend la solution accessible à un large public en termes de pathologie, mais aussi d'âge. Et c'est primordial pour nous de développer dans ce sens-là. Donc, je pense que si on développe les technologies pour qu'elles soient accessibles, c'est pas tant le fait que ce soit sur un téléphone ou sur un casque de réalité virtuelle qui peut amener un blocage. Après, c'est plus aussi comment on l'amène. Si c'est quelque chose qui si le professionnel de santé semble stressé quand il l'amène au patient, le patient, lui, va être stressé et penser qu'il va pas réussir les exercices parce que, en fait, il est dans son environnement de confiance que le professionnel de santé a pu apporter. Mais on a aussi la solution qui est disponible en EHPAD et ça marche très bien. Et Ça fonctionne bien. Oui, je me souviens, la première fois qu'on l'a testé, je savais pas forcément comment ça allait se passer, parce que je l'avais testé avec mes grands-parents, mais voilà. Et finalement, aucun souci. Enfin, j'étais limite, je pense un petit peu personnellement vexée qu'ils soient pas du tout impressionnés par la technologie et que ce soit super naturel. Donc voilà, je pense que la technologie, si on la développe de manière accessible, elle peut l'être. Et il faut pas, enfin, je pense pas qu'il faille priver nos aînés de ces Mais avancées. ça illustre ce qu'on disait, hein, le renversement. Finalement, la solution naît de la rencontre avec un besoin, finalement. Et après, vous allez voir le milieu médical pour la valider. Ouais. Bah, là, c'est carrément, enfin, on la valide avec eux, mais on la co-développe aussi. Parce que au tout début du prototypage d'Ability, on n'avait pas ce partenariat avec le CHU d'Angers. Et donc, on a fait peut-être ce qu'il fallait pas forcément faire. C'était, on pensait avoir une bonne idée, avoir compris le besoin. Et du coup, on a développé quelque chose qui répondait pas vraiment aux besoins. Et heureusement, on a pu confronter rapidement ce qu'on avait fait et redémarrer, du coup, tout co-développer. Et ça, justement, c'est des accompagnements que les structures peuvent offrir qui sont ultra importantes, je pense. Nicolas, tu diras ce que tu en penses aussi sur cette manière de co-développer, mais pour nous, c'est essentiel. Ouais, mais ça, on va y revenir avec Marjorie et Isabelle. Alors, je me tourne vers Nicolas. Même question, même invitation à raconter un peu l'histoire de SONAID. De quoi s'agit-il et comment est-ce que c'est venu sur le tapis? Bon, on va commencer par la fin. C'est pas normal, mais en gros, SONAID, c'est ça. C'est un petit boîtier qu'on branche dans une prise et qui va permettre de détecter, remplacer un collier ou un bracelet de téléassistance. Va pouvoir détecter des appels à l'aide ou des situations d'urgence. Je dis remplacer, mais en réalité, ça peut être complémentaire. On est sur des fois différents types d'informations. Mais donc, où on en est, c'est là. Voilà ce qu'est SONAID aujourd'hui. Et d'où c'est venu, c'est une bonne question. C'est venu, moi, à la base, je suis issu d'un laboratoire de recherche qui s'appelle l'INRIA, qui est un laboratoire de recherche informatique en France, qui est un peu partout en France. Et je développais une technologie de reconnaissance de son ambiant, donc la technologie qui est maintenant dans le boîtier, en embarqué. Et cette technologie, pendant une thèse, c'est ça qui est drôle et on n'a pas beaucoup parlé, c'est le fait que quand on fait de la recherche, mine de rien, on dit toujours un cas d'usage. Dans un papier de recherche, dans une introduction, vous regarderez, il y a toujours des cas d'usage. En réalité, lesquels sont vraiment faisables et répondent vraiment à un besoin, c'est là où il y a un énorme point d'interrogation. Et donc moi, toute ma frustration, je voulais déjà faire l'entrepreneuriat en école d'ingénieur, d'où mon double diplôme en entrepreneuriat. Et donc pendant ma thèse, tout le truc était de dire, mais dans les applications qu'on cite, lesquelles sont vraiment utiles et répondent vraiment à un besoin. Donc quand je suis sorti c'était il y a 2 ans, quand je suis sorti de ma thèse, j'ai eu la chance parce que l'INRIA a un startup studio, donc ils continuent de payer notre salaire pour monter une startup. Et donc je suis allé voir les gens. Et quand on se dit où est-ce qu'on va voir les gens, il y avait cet aspect Edge Tech, donc il y avait la partie répondre à des problèmes pour les personnes vulnérables, mais dans les autres applications, il y avait aussi la pollution sonore urbaine, par exemple. Donc je me suis mis 2 mois pour me dire ok, j'étudie tous les différents marchés et je vois lequel pourrait potentiellement répondre à un vrai besoin. Et après une analyse de 2 mois, j'ai fait ok, mon choix s'est porté vers l'analyse de la perte d'autonomie parce que avec la pollution sonore urbaine, c'est des marches très différents et j'avais quand même aussi un attrait pour celui-ci.
Et quand je suis allé voir les personnes âgées, par exemple, je suis allé dans des parcs. J'ai aussi suivi une aide à domicile pendant une semaine en mode stage d'observation. J'ai appelé des aidants par des connaissances. Les gériatres sont assez facilement accessibles finalement, même les directeurs d'hôpitaux. J'ai quand même facilement réussi à parler à tous ces gens-là en disant que j'étais issu de la recherche informatique et que je cherchais finalement à comprendre le besoin. Et ça a duré à peu près 1 an. Et je rejoins totalement Marie-Odile sur le côté pas développer un produit qui répond pas trop à un besoin. C'est un peu l'expérience qu'on a au Startup Studio d'INRIA. Je trouve que j'ai été bien accompagné. J'ai eu de la chance de justement beaucoup aller sur le marché pour pas trop développer, attendre pour développer, par rapport à plein d'autres projets qui ont commencé par développer et qui au final créent pas de start-up parce que ils ont un produit, c'est bien, il répond pas vraiment aux besoins et donc du coup faut tout refaire et donc des fois ils sont un peu démotivés et ça va pas jusqu'au bout. Donc ça, c'est un point vraiment très important qui avait déjà été abordé d'une autre façon dans les autres conférences, en disant attention, il faut partir de l'usager, du besoin utilisateur, bien l'identifier. Bon, vous en plus, il n'y a pas qu'un service, il y a une tech. Donc dès qu'on commence à développer la tech, ça prend du temps, ça dépense des ressources. Donc il faut essayer de pas trop se tromper. C'est ce que vous avez souligné. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, vous deux, les solutions que vous développez, elles sont faites, donc vous l'avez dit, non pas pour remplacer l'humain, hein, que ce soit le médecin de réhabilitation, médecine physique, ou les aidants qui cherchent à identifier des signaux donc inquiétants, etc. Mais bon, ils pourraient penser ça. Comment est-ce que ces technologies, elles sont reçues de votre côté par les gens qu'elles sont supposées aider ou voire remplacer ou voilà. Et comment est-ce que vous vous assurez que elles vont être justement bien reçues? Je sais pas, Marie-Odile, si tu veux commencer ou pas. Non, je te laisse commencer, je répondrai par la suite. Moi de mon côté, avec plaisir. De mon côté, c'est assez simple, c'est qu'au début, je parlais souvent de la technologie qu'on embarque dans le boîtier, de reconnaissance, d'intelligence artificielle, reconnaissance de son ambiant. Et en réalité, quand je parlais technologie, on se retrouvait souvent face, justement, à plein de questions, à des fois des réticences, etc. En réalité, maintenant, avec l'expérience, on parle très très peu de la technologie, à part si on nous pose la question. Et en fait, finalement, on parle juste de l'usage. Et en fait, quand on parle que de l'usage, c'est assez facile et en fait, on parle le même langage avec les aidants, avec les personnes âgées, avec les accompagnants, Vous leur avec même faites les oublier qu'il y a une technologie entre eux et les personnes ou les patients ou les utilisateurs finalement. En réalité, oui. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des technologies, j'aime bien le cadre de la voiture, c'est qu'aujourd'hui, qu'on pourrait mettre un moteur ultra puissant qui a des technologies hyper pointues pour éviter que, je ne sais pas, l'essence et l'huile se mélangent ou je ne sais quoi. En fait, finalement, tout le monde s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est C'est l'usage, c'est transparent, se ouais. déplacer d'un endroit, un A à B. Et nous, en fait, on a souvent du mal quand on vient de l'ingénierie, mais c'est vraiment de se dire, la technologie, aussi difficile qu'elle soit, et j'ai bien aimé la remarque de Marie-Odile, dire j'étais même vexé qu'ils en parlent pas. En fait, c'est ultra Ouais, complexe, ouais, c'est compliqué de mettre en place, mais en final, plus ouais. c'est transparent, enfin plus ça se voit pas pour les gens, et mieux c'est quoi. Ouais, je suis Vous voulez complètement compléter, d'accord. Marie-Odile? Oui. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Nicolas. Enfin, la technologie, ça nous intéresse nous, mais pas les utilisateurs, et c'est normal. Et je pense que je te rejoins sur le fait que si on la remarque pas, c'est qu'elle est bien faite. Et en fait, normalement, on remarque la technologie que quand elle bug. Donc, vaut mieux pas qu'on la remarque. Et du coup, nous, par rapport à la thématique de remplacer les professionnels de santé, c'est pas du tout ce que nous on est en train de développer. Ce qu'on développe, c'est un outil de rééducation, c'est un outil qu'ils utilisent, qui est complémentaire à ce qui existe, qui leur permet de diversifier leurs séances, qui leur permet aussi de créer des séances plus rapides. Et du coup, ils optimisent le temps de rééducation de leurs patients et ils augmentent les chances finalement de leurs patients de récupérer. Et donc c'est ça qu'on transmet. Et de toute manière, nous on a besoin que le professionnel de santé adapte la séance au patient. Et c'est vraiment le professionnel qui non seulement connaît son patient, même si on pouvait automatiser certaines choses, le patient, il y a des jours où il se sent plus ou moins bien et du coup il faut adapter la séance à son état.
Et donc, c'est pas ce que nous, on cherche à faire. On cherche à leur proposer un outil. Et c'est du coup, à partir de là, il n'y a pas de questions. Et par contre, je rejoins Nicolas. Je crois qu'on avait plus de questions quand je voulais parler de la technologie. Et depuis qu'on n'en parle pas, il n'y a pas de questions. Enfin, à part les DSI, parce qu'on doit se connecter à Internet. Mais c'est tout. Voilà. Ok, mais c'est parce que d'une certaine façon, la solution que vous proposez, elle a jamais été pensée pour remplacer finalement le kiné. Par exemple, dire, Oui. avec ça, vous pourrez faire à domicile et on allégera le fardeau de la sécurité sociale. Au lieu d'aller 3 fois chez le kiné, vous irez plus qu'une fois. Là, peut-être il Je pense serait que ça peut être pas. intéressant de l'avoir à domicile, mais après, il y a un cadre qui devrait se développer aussi sur la télérééducation. Mais ça, c'est différent. Voilà, c'est d'autres sujets. Mais C'est c'est comme il y a quelque beaucoup chose que de... vous envisagez? La télérééducation? Oui, enfin, le fait d'avoir un outil qui permettrait un petit peu aux patients, non pas de s'affranchir, mais en tout cas de faire des choses par lui-même à domicile, y compris sous la supervision, mais à distance du kiné ou autre. Euh, Du coup, pour la télérééducation, je pense que c'est quelque chose qui, oui, je pense est intéressant parce que ça pourrait rendre la rééducation aussi accessible à beaucoup plus de personnes qui peuvent pas forcément se déplacer. C'est aussi quelque chose qui permettrait d'augmenter le temps global de rééducation et c'est une très bonne chose pour les patients. Mais par contre, c'est toujours avec le professionnel de santé à distance. d'accord. Après, ce dont vous parlez, je pense, c'est plus des outils d'auto-rééducation qui existent et c'est pas forcément ce que nous on développe. Voilà. C'était ma question. Et du coup, si je me tourne vers Nicolas, par exemple, est-ce que donc finalement, est-ce que l'outil que vous développez, c'est une oreille plus de l'humain? Est-ce qu'il a, ou est-ce qu'il simplifie finalement, enfin, il permet d'avoir les mêmes informations tout en étant éventuellement moins présent, parce qu'on sait qu'il y a une forte charge sur les aidants, sur les personnels, etc. Mais est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'on arrive à détecter des choses que l'humain n'aurait pas vues? Bon, c'est toujours cette question de relation avec l'humain, avec ce qu'on peut faire que je pose là. Je comprends. Et pour compléter ce qu'a dit Marie-Odile avant de commencer, c'était sur la partie on est dans un milieu, il faut vraiment le remettre. Quand on parle de silver economy, on est dans un milieu ultra humain. Et en réalité, de toute façon, on remplacera jamais les humains. Il y a des milieux pour lesquels je serais peut-être un peu plus mitigé, mais nous, dans notre secteur, de toute façon, on manque d'humains et on va pas les remplacer. Ça, c'est un vrai truc. On est vraiment dans du soin. On est beaucoup de choses qui sont associatives. Enfin, on a vraiment besoin d'humains. Nous, de notre côté, la partie technologique, elle va pas. On va dire que je vais prendre un cas d'exemple que j'ai vu, ce sera plus simple. C'est quand j'étais avec l'aide à domicile, le matin, on va chez une personne qui a une maladie, qui a la Parkinson, et après, je laisse passer la journée et on prend une pause enfin, le midi. Et en sortant du rendez-vous le matin, il m'avait dit, oh là là, la personne, elle a vachement baissé depuis la semaine dernière. Et je dis, ah bon, pourquoi, etc. Elle m'explique. Le midi, quand on mange, je lui demande, ok, ce que tu m'as dit ce matin, finalement, tu l'as mis quelque part, c'est un endroit pour le mettre. Et je dis, il me dit, ah bah non. Et je dis, mais pourtant, vous avez un WhatsApp. Il dit, ah non, non, mais le WhatsApp, ça, c'est juste quand on peut pas aller au rendez-vous pour quelqu'un nous remplace, etc., etc. Et en fait, pour moi, ça, c'est juste une anecdote, mais au final, ça représente bien un peu ce qu'on essaye de faire. C'est que, déjà d'une, c'est compliqué, ils sont sous pression, on leur met, il y a beaucoup de travail dans une journée pour avoir suivi. Enfin, il n'y a pas de pause entre les deux, on va tout le temps l'un à l'autre. Et donc en fait, c'est déjà une petite aide, et c'est aussi permettre ces choses-là, ils peuvent les détecter, ils le voient. Il y en a même certains qui vont jusqu'à regarder ce qu'il y a dans les poubelles. C'est juste une aide pour éviter d'avoir à faire tout ça et d'être capable de voir un peu les premiers signes de perte d'autonomie. Et concernant les alertes, c'est le cas classique, c'est de dire que plutôt que la personne reste X heures à terre parce qu'on a défini qu'il y a quelqu'un qui passerait une fois par jour ou une fois par semaine, en réalité, c'est d'y aller plus tôt. Mais dans tous les cas, le but, c'est pas de changer. Et nous, on a une vraie valeur dans la société, c'est une valeur de prévention.
C'est une des grosses frustrations que j'ai moi en tant qu'ingénieur dans l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'on peut avoir accès à beaucoup d'informations qui peuvent nous aider à mettre en place tôt les solutions et pour éviter plein de problèmes. Et donc, à mon avis, c'est ça qui fait beaucoup gagner à la Sécu. Et sauf que ce parcours-là, il est difficile, on n'arrive pas à le voir. Par exemple, en étant proche aidant, on voit la personne toutes les semaines ou tous les mois ou tous les jours, on peut même l'appeler. Et en réalité, petit à petit, ça se dégrade, on le voit pas forcément. Et un regard extérieur, malheureusement, la technologie est plus objective que nous. Et c'est là, en fait, c'est d'apporter un peu d'objectivité, là où on n'a pas envie de l'entendre et la personne âgée non plus. Mais finalement, moi, j'ai toujours le truc de ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Par exemple, si vous mesurez votre sommeil, bizarrement, vous allez avoir des meilleurs cycles de sommeil parce que vous allez dire oh là là, je fais n'importe quoi. Nous, l'idée, c'est aussi de proposer un rapport pour la personne âgée elle-même pour qu'elle s'autorégule. Donc, c'est clairement pas un remplacement, mais c'est vraiment justement de se dire à quel moment on peut vraiment aider. Et ça sera peut-être ma dernière question avant de faire la transition vers les structures. Est-ce que donc comment vous intégrez la dimension, je dirais pas recherche, mais d'administration de la preuve finalement de l'efficacité de vos outils? Est-ce que finalement c'est souvent le cas dans les startups? Moi, ça me frustre un peu. En tant que scientifique, c'est finalement c'est la satisfaction de l'usager qui est pris comme preuve d'efficacité. Selon moi, la satisfaction de l'usager, et vous l'avez bien expliqué, elle est essentielle. Pour autant, les gens pourraient être satisfaits et que finalement on ne serve pas à grand chose. Comment est-ce que vous intégrez l'administration, la preuve d'efficacité dans jusqu'à maintenant et puis peut-être dans l'évolution de vos solutions? Est-ce que vous les envisagez déjà, l'évolution de ces solutions? Comment ça se passe, Marie-Odile? Du coup, de notre côté, c'est vrai qu'on est très centré sur le retour utilisateur et que ça se passe bien pour les professionnels de santé et les patients. Et étant dispositif médical de classe 1, du coup, on a fait quand même une petite étude, on va dire, c'est pas une étude clinique. On a été très axé sur l'aspect motivationnel des patients et sur si le professionnel de santé trouve visuellement que le patient va plus loin dans ses gestes. Donc ça, c'est pas du tout des données qu'on va pouvoir prendre pour dire qu'en effet, Ability rééduque mieux, plus efficacement. C'est pas ce qu'on annonce. Par contre, justement, avec nos partenaires historiques, on va pouvoir démarrer des études cliniques qui elles vont plutôt être sur des populations belgiques et voir l'intérêt de l'usage de Ability et de la VR dans un programme qui existe déjà. Donc, mais ça, c'est les professionnels de santé, c'est les médecins avec qui on travaille, qui mènent l'étude. C'est leurs statisticiens qui vont travailler sur l'étude et sur l'analyse des données également. Là où, du coup, on leur laisse vraiment la main sur ces études-là. Et vous, Nicolas, est-ce que l'administration, la preuve d'efficacité a été faite plutôt en amont, au moment de la sortie, enfin de la translation, on va dire, du travail de thèse vers la solution, ou est-ce que ça reste quand même une préoccupation ou pas? Si, en fait, nous, il y a plusieurs choses là-dedans et c'est un peu compliqué parce qu'il y a la partie technologique et la partie usage. Sur la partie technologique, il va y avoir la reconnaissance des sons. Moi, par exemple, pendant ma thèse, on détectait des chats, des chiens, des aspirateurs, des plats, des couverts, etc. Par exemple, on détectait pas les appels à l'aide. Donc forcément, il a fallu refaire quelque chose, mais par contre, la façon d'avoir l'efficacité de la reconnaissance des sons, finalement, on reprend le même type de test, il faut juste des données différentes et avoir un nouvel algorithme. Et ça, on le suit toujours. Pour nous, étant donné qu'on est quand même sur la partie téléassistance, le but, c'est d'avoir aucune fausse alerte, donc de manquer aucune alerte. Par contre, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de faux positifs. Et donc, on part avec un seuil de faux positifs élevé, et le but, c'est de le réduire. Donc, c'est assez facile, finalement, de traquer la technologie. Par contre, sur la partie alerte, c'est ça. Par contre, sur la partie préventive, c'est là où moi, je suis ultra content. Et d'ailleurs, là, on essaie de se remettre en contact avec eux, puisque pour nous, c'était un peu en amont, avec, par exemple, le programme ICOP, des choses comme ça,
pour justement lancer la partie préventive qui pour nous ça c'est de la R&D. Comme je disais, on peut déjà faire des rapports, on peut déjà donner de l'information, sauf que pour vraiment justement pour valider cet usage, faut passer par un dispositif un peu plus gros, il faut quand même avoir des retours un peu plus médicaux, etc. Sauf que ça on peut pas le mettre en place tout seul. Donc on sait que c'est sur des temps longs et donc nous c'est envisagé. Pour l'instant on n'est pas dedans, mais on sait que c'est de la R&D qui prend du temps. Ça nous empêche pas de fournir la solution en entre-deux parce qu'une startup faut quand même qu'elle aille vite et c'est pour ça qu'il y a un peu le côté utilisateur ou pas. Et bien finalement, on se base sur l'utilisateur. En parallèle, on fait notre preuve, mais elle arrive souvent après, malheureusement. Franchement, ça fait envie. Moi, je serais parmi les jeunes qui nous écoutent. J'aurais vraiment envie de me lancer, de chercher une bonne idée, comme vous l'avez fait. Et du coup, pour faire la transition, Nicolas, vous en avez un peu parlé, mais bon, les techs, c'est coûteux, c'est compliqué. Il y a une dimension développement, recherche. Alors, est-ce que vous avez été accompagné pour faire ça? Comment? Et qu'est-ce que vous en dites de cet accompagnement? Voilà, de donner quelques tips pour les gens qui nous écoutent pour les encourager, au contraire, de les décourager à se lancer dans les choses compliquées. Alors, Nicolas, parlez-nous. Bon, vous avez eu la chance de bénéficier d'un accompagnement de l'école dans laquelle vous étiez, c'est ça? Moi, c'est le laboratoire de recherche, ouais, qui a un programme d'accompagnement d'1 an où ils payent notre salaire jusqu'à 2 personnes. Et après, à la fin, on peut créer notre start-up issue de la recherche. Ils prennent que 5% en bon de souscription d'actions. Ça parlera peut-être pas aux gens, mais bon, c'est même pas des actions en tant que telles, donc ils n'ont pas de pouvoir de gouvernance. Donc ça, c'est assez royal parce que ça ouvre même les droits au chômage, etc. Enfin, même si on avait quand même après-thèse. Après, on a été, nous, bien accompagnés par l'écosystème, surtout breton. Là, c'est le Pool, Novapulse, des structures d'accompagnement. Mais nous, faut quand même dire, quand on est issu de la recherche, et ça c'est un gros point fort, on a des structures d'accompagnement. Il y a la filière quand même qui est de plus en plus organisée. Il y a la BPI qui gère tout ça. On a même des aides, des fonds qui sont donnés par rapport à ça. Donc on n'a pas trop à se plaindre en réalité sur ce genre de choses. On sait que ça prend du temps, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Le plus important, c'est vraiment de justement rapidement trouver son marché parce que c'est ça qui débloque un peu tout le reste. Merci pour ce message optimiste. Marie-Odile, vous avez été accompagnée? Oui, nous, on a été accompagnés, on a été incubés à la Technopole de l'Aube, du coup, parce qu'on est implanté à Troyes dans le Grand Est. Et on a été aussi accompagnés par des réseaux comme Réseau Entreprendre ou un accélérateur qui est l'accélérateur du Grand Est, Scalinov, avec qui on travaille actuellement aussi. Et donc ça, c'est vraiment beaucoup d'accompagnement sur tous les aspects liés à l'entreprise. Et après, comme je vous disais, on a des partenaires scientifiques pour tout ce qui est co-développement. Donc on avait besoin de ces deux accompagnements. On a été aussi beaucoup soutenus par la région Grand Est, la BPI, l'ARS, et ça a été assez exceptionnel à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, nous, on est super contente de ce qui a pu se passer. Et alors, on n'a pas eu forcément une structure qui nous a payé nos salaires pendant 1 an, mais ça a l'air très bien. Donc, il faut pas hésiter à faire de la recherche, manifestement. Mais par contre, on a réussi à s'organiser pour que ça fonctionne bien. Et puis aujourd'hui, on a plus trop de soucis à ce niveau-là, donc c'est plutôt cool. Et je pense que le conseil, en tout cas ce qui nous a le plus servi, je pense nous, c'est vraiment de bien s'entourer, de parler au maximum de son idée. Faut pas avoir peur qu'on la vole, puisqu'en fait ça n'existe pas trop ça. Et voilà, ça se trouve vous aviez pas expliqué toute l'idée, donc vous le ferez différemment, et ça c'est aucun souci, je trouve. Mais au contraire, en parler plein. Voir avec les personnes qui sont concernées au plus tôt, ça vraiment ça va faire toute la différence. Et du coup, comme disait Nicolas, c'est aussi en faisant ça qu'on trouve son marché le plus vite possible, et ce qui permet aussi la réussite économique de l'entreprise, parce que c'est aussi important. C'est le but quand même. Dans le développement. Bon, en tout cas, je vois des entrepreneurs heureux et heureuses. Alors, je ne m'étais pas trompé en vous invitant. Je pense que vous êtes bien dans l'esprit de ce colloque. En tout cas, je vous remercie. Et je me tourne maintenant vers les responsables de structure. Marjorie, Isabelle, peut-être en commençant par Marjorie. Ces entrepreneurs heureux, là, c'est ceux que vous rencontrez dans vos structures, où il y a des grincheux aussi?
Marjorie, dites-nous un peu ce que fait le CEA dans la Silver Eco et finalement comment on peut aider ces jeunes à créer, développer, faire prospérer leur entreprise quand ils sont comme ça aussi dynamiques et aussi motivés. Ouais, alors on parlait du facteur humain, c'est vrai que contre l'envie et la confiance, je pense qu'on ne peut pas grand-chose, donc ça va être nos deux drivers tout au long de la conférence. Donc le CEA, oui, on peut se demander si déjà on le connaît. On sait que c'est un organisme national de recherche. Quand on le connaît souvent pour son activité au niveau d'énergie nucléaire, activité historique. Hein, c'est un organisme qui a été créé en 1945 dans une situation d'après-guerre pour doter effectivement la France et de l'arme nucléaire et de l'indépendance énergétique. On a toujours 10 000 personnes qui travaillent sur ces sujets-là et il y a aujourd'hui 10 000 personnes qui travaillent sur tout un tas d'autres sujets. Et ça vient en résonance directe avec le fait que c'est aussi un organisme qui a été interpellé au plus tôt pour réindustrialiser la France. Et derrière ces grands mots, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire répondre aux besoins de la société à chaque fois. Et donc, confronté aux usages, confronté aux besoins de la société, ce qui est venu, c'est que le CEA s'est complètement diversifié et est devenu un organisme interdisciplinaire qui adresse aujourd'hui les grands enjeux de transition numérique, énergétique, médecine du futur. On a un département dédié aux thérapies innovantes et à toutes les nouvelles technologies sur ces sujets-là. Et bien évidemment, en voulant être proactif, on a parlé tout à l'heure dans la conférence de passer d'un modèle finalement curatif à un modèle prédictif. C'est aussi un peu, si je fais l'analogie, plutôt que d'être dans une R&D de réaction à une demande terrain, d'essayer d'être un peu en anticipation. On s'est interrogé sur, au niveau de la transition démographique, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ? Et voilà, comment on peut faire ? Mais qu'est-ce qu'elles viennent chercher les entreprises dans le hub Silver Eco? Elles viennent chercher un lien avec les laboratoires ou bien elles l'ont déjà? C'est quoi la nature des demandes finalement? Alors voilà, donc en se demandant comment le CEA peut se positionner sur la transition démographique, on l'a vu aussi sur tout au long des discussions. Il y a bien évidemment un volet de diffusion technologique qui peut paraître, on va dire, naturel pour nous. Et puis il y a eu l'idée de se dire on pourrait aussi monter un hub d'innovation sur le bien vieillir, c'est-à-dire un dispositif collaboratif qui permet vraiment d'engager un regard croisé sur le sujet avec des compétences multisectorielles. Et c'est ce qu'on a fondé, donc cofondé avec la Massif et avec Toyota, et avec des territoires pour partir vraiment des usages, pour partir des problématiques politiques aussi, des territoires, chaque territoire a ses spécificités, et aller travailler le volet technologie. Et je pense que aujourd'hui, que ce soit nos fondateurs ou finalement les apporteurs de solutions, ils viennent chercher ce lien. On a parlé tout à l'heure de gagner du temps en étant confronté finalement le plus rapidement possible aux usages. Et donc ce qu'on crée nous, c'est cet écosystème de gens qui ont envie de travailler ensemble. On se connaît, c'est-à-dire que pour l'instant c'est pas un nombre, je veux dire, si l'indicateur d'impact du hub doit être le nombre d'adhérents, par exemple, on serait pas forcément au top, parce que les gens qui rentrent sont vraiment les gens qui veulent travailler avec nous en mode projet, accompagner, ouvrir leur mur aux apporteurs de solutions et engager des expérimentations en mode frugal, c'est-à-dire on part vraiment en amont du développement techno sur l'idée, sur la tête que ça pourrait avoir, ce truc, l'usage qu'on pourrait intégrer, pour déjà avoir un retour et d'acceptabilité, d'intégration dans les métiers, comprendre vraiment avec qui qui va l'utiliser en fait, ce concept. Mais comment ça se passe concrètement? Par exemple, Marie-Odile ou Nicolas, ils sont pas en PACA, ils sentent que du côté du CEA, il pourrait y avoir des ressources. Comment ils peuvent faire? Pour rejoindre le hub? Oui, enfin pour se faire aider. C'est ça. Oui, ils ont un besoin. Alors c'est souvent une prise de contact, oui, naturelle. On a un principe d'adhésion.
Non, c'est ce que j'évoquais, CEA, Massif, Toyota, c'est national et international. Enfin, l'enjeu est pas de rester sans trop centré sur notre territoire. L'enjeu est quand même à un moment de se dire, en fait, nous, on a pris un petit peu peut-être un pas différent en se disant finalement, on va commencer par faire du sur-mesure pour ensuite voir quelles conditions de déploiement il faudrait mettre pour passer à l'échelle. Et donc, moi, je suis installée sur Nice, donc pratiquement, effectivement, j'ai des liens de proximité avec des établissements qui sont plutôt en PACA. Aujourd'hui, la dynamique que justement j'ai commencé à prendre avec les collègues qui sont installés dans toutes les régions, les collègues CEA qui sont installés dans nos antennes régions, bah, c'est qu'ils se rapprochent, et là je vais me tourner vers notre collègue du Gérontopôle, c'est qu'ils se rapprochent des Gérontopôles en région, parce qu'on a des forces vives partout en région et qu'on peut faire ensemble. L'idée, on en a beaucoup parlé aussi, c'est toujours de pas faire à la place d'eux, mais c'est de faire ensemble, d'avoir ces regards différents et d'arriver au plus tôt du développement techno sur ces notions d'usage. Il y a vraiment un volet d'acculturation. On est en train de vivre un tournant. On l'a très bien vu sur les slides que nous montrait Lucas tout à l'heure. On n'est plus sur une linéarité de fonctionnement. On n'est plus sur quelque chose qui vient du monde du labo et on va au proto et on essaie d'aller au marché. Et même sur le market pool, on n'est plus tellement non plus sur analyse d'usage et puis après on fait le labo et après on fait le proto, etc. On est vraiment dans une circularité des échanges entre l'usage, le développement technologique et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, on va donner la parole à Isabelle qui va nous expliquer comment ça se passe dans le Gérontopole. J'ai juste une petite question très brève, Marjorie, une réponse très courte. Ça coûterait combien pour une entreprise comme celle de Nicolas ou de Marie-Odile de venir se faire aider dans le hub CEA? Il y a plusieurs volets de réponse. Dans le hub, l'adhésion, elle est sans flux financier, donc ça coûte zéro. Ça, en fait, on fonctionne pas sur du flux financier, on fonctionne sur la capacité à partager ensemble de la connaissance terrain. Et donc, basiquement, si rentrer dans le hub, ça coûte zéro. Il n'y a pas de flux financier. L'adhésion, elle est à 0 € si l'adhésion. En revanche, adhérer pour adhérer, ça sert à rien. C'est-à-dire que derrière, c'est du temps, c'est de l'investissement. Alors, c'est pas tous les jours. Donc, il y a un business model quand même derrière. Ok. Oui, il y a un business model. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, c'est les entreprises qui sollicitent. Il faut qu'elles abondent quand même, enfin, qu'elles payent le service qui est rendu, j'imagine. Soit c'est pour elles-mêmes, il y a par exemple tout un accompagnement qui peut ensuite donner un lieu à un accompagnement autour d'un effet de pivotement, d'une intégration, par exemple de technologie, etc. Et là, on va discuter différemment. Soit c'est sur une réponse aussi aux besoins d'un territoire ou d'un terrain. Quand je parle d'un terrain, c'est un lieu, un habitat, une association à domicile, un EHPAD. Voilà, et là, à ce moment-là, on demande plus une contribution en in-kind, on va partager ensemble, on va avancer ensemble et co-construire ensemble. D'accord, ok. Alors, je me tourne vers Isabelle, comment ça se passe dans le Gérontopole sur toutes ces questions d'accompagnement des entreprises? Alors déjà, vous demandiez si on connaissait des entrepreneurs grincheux. En tout cas, moi, j'étais une directrice d'établissement grincheuse, puisqu'en fait, je dirigeais un établissement de 600 lits de gériatrie à Paris, à la PHP. Et pour répondre à certaines problématiques telles que les sorties inopinées, autrement appelées les fugues, j'étais grincheuse parce que déjà je ne trouvais pas d'endroit où on aurait pu me conseiller entre différents modèles de solutions. Première chose. Ensuite, on me proposait, certains industriels à l'époque, c'était en gros il y a 10 ans. On me proposait des solutions qui ne tenaient pas compte des organisations soignantes. On me proposait de recharger des modèles le matin pour que l'équipe de l'après-midi, voire de la nuit, puisse poser des solutions aux personnes. Ensuite, on me proposait des modèles qui étaient très gros, très stigmatisants et qui plus est, que les personnes âgées n'acceptaient pas parce que celles qui en avaient le plus besoin, celles qui avaient des traits paranoïdes, qui étaient des fugueuses, trouvaient que c'était fait pour les surveiller. Et en effet, c'était bien fait pour les surveiller, les contraindre. Et donc, ça ne collait pas.
Et puis derrière, je me disais, voilà, on me dit que ça va être formidable, que tant de pourcents, alors c'était surtout souvent sur des toutes petites, des tout petits nombres, étaient satisfaites. Je disais oui, mais satisfaites, mais quels sont les résultats? Quelle est la preuve d'efficacité que vous évoquiez? Bof, je sais pas. Donc, en gros, est-ce que ça évite la fugue? Est-ce que ça va éviter la chute? Est-ce que ça va prévenir la décompensation, etc. Et du coup, j'ai eu l'occasion de passer de l'autre côté du miroir, si j'ose dire, d'essayer de concevoir, avec d'autres, bien sûr, un gérontopôle. Et pour répondre à votre question, avec tout cela en tête, on a essayé de pouvoir, en effet, retourner la proposition, passer à essayer de faire passer le marché de la cyber economy vers une offre, enfin vers un marché plus tiré vers la demande, l'expression des besoins des utilisateurs finaux. Et quand je dis utilisateurs finaux, c'est vraiment la triade de la personne âgée, des professionnels qui l'accompagnent au sens très large, et puis aussi des aidants, parce qu'ils n'ont pas tous la même logique, la même rationalité et les mêmes besoins. Donc, pour être concret, la relation avec les industriels, elle se fait à différents niveaux. Donc, et on essaye avec les industriels de voir différents niveaux de preuves. Donc, ça peut être déjà des preuves, alors vous l'avez beaucoup évoqué, des preuves d'acceptabilité. On ouvre aux industriels les portes soit des établissements, des services de SIAD, de SAD, des domiciles via nos partenaires, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être, on a aussi des ambassadeurs seniors qui sont des personnes lambda, et on recueille, mais de façon méthodique, la satisfaction. Donc par exemple, sur des solutions de réalité virtuelle, on va bien sûr mesurer l'acceptabilité première, est-ce que vous êtes prêt à tester cette solution, et on va aussi utiliser des grilles, par exemple, de cybermalaise, qui sont reconnus internationalement dans la recherche. On va aussi interviewer pour mesurer, comprendre les usages, interviewer aussi les professionnels. Parce qu'on sait que si les professionnels ont un avis négatif et que c'est pas compatible avec leur organisation de travail, ça va rester au placard, et ça, on en a plein de solutions dans nos hôpitaux et structures au placard. Mais tout ça, c'est pas suffisant. On va aussi aller plus loin et on va pouvoir proposer aussi aux entrepreneurs de faire des vraies études cliniques pour passer DM avec des cohortes suffisamment importantes, significativement probantes. Donc là, on a des biostats, soit en interne, soit en externe, et on va aller recueillir de la donnée. Donc, sous la supervision d'un scientifique qui appartient à l'université ou qui est PUPH, ou qui est sociologue, on va concevoir des protocoles en partenariat avec les industriels, on va les écrire ensemble. Enfin, c'est notre équipe qui sait les structurer, qui va déterminer la puissance de test, qui va déterminer le bras contrôle, pour que ça soit... C'est bien de mesurer quelque chose et son effet, mais versus quoi. Donc on va essayer de réfléchir à la situation, et puis après mesurer l'impact fonctionnel en termes de qualité aussi de vie, parce qu'il y a aussi des grilles internationalement reconnues, et on va pouvoir faire alors la problématique à laquelle on s'est heurté, c'est que ce temps-là, il est long nécessairement. Déjà, il y a 3-4 mois pour obtenir un accord des comités de protection des personnes. Il y a la loi Jardé qui est très protectrice et c'est très bien pour les citoyens, mais derrière, c'est long. Puis après, il faut recueillir la donnée, il faut arriver à 250, 300, 1000 sujets, donc c'est long et compliqué, coûteux. Puis après, il faut analyser les données, et puis il faut faire du longitudinal, ça prend du temps. Donc, on a aussi des solutions qui sont un peu moins puissantes, un peu moins robustes en termes de preuves, mais qui sont néanmoins nécessaires et utiles. Par exemple, on a constitué un living lab de solutions technologiques qu'aujourd'hui on achète, puis parce qu'on a eu un crédit, et le jour où ça se tarira, ça sera un deal à structurer, équilibrer avec les entreprises, et on se situe à l'interface entre les scientifiques, le terrain, les utilisateurs finaux, et puis les industriels, et ensemble on va construire des questionnaires d'évaluation sur 9 plans, l'efficacité perçue, donc ça sera plus la preuve, mais début de preuve, et puis on va pouvoir, sur un temps beaucoup plus restreint, pouvoir éclairer les décideurs pour qu'ils achètent, pour qu'il n'y ait plus de directeurs grincheux, pour aussi donner des
des éléments aux industriels pour les orienter vers des améliorations de solutions et après pouvoir leur organiser avec les acteurs de terrain, par exemple des ateliers de co-design, d'intelligence collective qui aideront le produit à s'améliorer. Donc c'est du donnant-donnant. Et puis après, on pourra publier certains résultats quand il y a quand même une méthode un peu robuste. Donc voilà ce qu'on peut proposer. Vous allez faire revenir toutes les entreprises de province vers Paris, parce que finalement, quand vous en parlez, ça fait envie. Hein. Comment on peut bénéficier de ces services quand on n'est pas parisien? Alors, quand vous n'êtes pas parisien, entrepreneur, bon, d'abord, c'est pas à Paris, c'est pas si loin. Hein, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'une entreprise qui est en région, c'est la même question que Marjorie tout à l'heure, est-ce qu'une entreprise qui est en région pourrait espérer bénéficier de cet accompagnement ou pas, et à quelles conditions? Et qu'est-ce que ça coûte? Oui, alors elle peut en bénéficier. Soit il y a un gérontopole qui a le même. Non, je parle du Girondier parce que les gérontopoles on les connaît, mais ils ont pas tous la même. Non. Donc, la même efficacité, la même organisation, la même qualité. Voilà. Alors, si d'autres font la même chose que nous, on les laisse parce qu'on s'entend très bien et on va pas se faire de la concurrence entre nous. Si en revanche, il y a personne, ou si vous avez besoin de faire des études comparatives parce que l'acceptabilité et puis les cas d'usage sont pas toujours les mêmes selon les zones, entre la montagne, enfin je dis n'importe quoi, la campagne et puis l'Île-de-France, même si on a aussi on n'a pas de montagne, mais on a aussi des zones rurales. Mais vous avez aussi le droit de venir nous voir, puisqu'en fait, dès lors qu'on ne demande pas de soutien à la région Île-de-France, on peut aussi tester des solutions, soit nationales, voire internationales. On ne s'interdit rien, puisque nous, notre seul intérêt, c'est l'usager final. Donc, l'éthique, leur apporter le progrès. Et si le progrès, il vient de, je ne sais plus de quelle région vous êtes originaire, aucun souci. Et on vous apportera la même approche. Il n'y a pas d'adhésion, ça c'est. En plus, on a une entente très proche et on collabore de plus en plus de façon étroite avec Silver Valley. Donc, vous adhérez à Silver Valley ou pas d'ailleurs, peu importe, vous pouvez venir nous voir. Par contre, nous, notre équipe, elle vit seulement de rémunération sur projet. On a très peu on a 10% de socle de fonctionnement de l'ARS qui est vraiment insuffisant. Mais ensemble, on ira chercher des financements. Donc, il y a les dispositifs InnovUp, il y a des dispositifs internationaux, il y a des mutuelles, etc. Et ensemble, on ira chercher le bon financeur. Donc, on va essayer de se débrouiller ensemble. Et puis, parfois, ça peut être par exemple, le Living Lab mobile, ça peut être du troc. Hein. Enfin, on est aussi sur l'économie assez basique. Vous avez une solution, nous, on a des acteurs de terrain, on a une méthode. Bon, on va se débrouiller pour qu'il y ait du donnant-donnant. Et on ira ensemble tester vos solutions. Parfois, ça coûtera pas trop cher. Parfois, ça coûtera 300 000 € si on fait une vraie étude clinique pour que vous deveniez DM. Mais dans ces cas-là, on ira déposer les projets et on y arrive. Et voilà. Donc, vous êtes bienvenus. Bien, merci. Alors, on arrive à la fin de cette séquence. Moi, personnellement, je la trouve trop courte, mais peut-être les gens nous ont déjà quittés, j'espère. En tout cas, pour ceux qui restent. Alors, j'avais prévu de poser une dernière question un peu, de terminer là-dessus en quelques mots chacun pour répondre à cette question, mais finalement, vous m'avez convaincu que c'est peut-être pas une question qu'il faut poser, mais je vais quand même la poser parce que en fait, il y a pas mal d'entreprises de la tech qui sont en difficulté. J'en connais, on en connaît avec Marjorie dans la région qui viennent de mettre la clé sous la porte. Hein, et la question que je vais vous poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a un avenir pour les techs dans la Silver Eco? Alors, vous m'avez complètement convaincu, si j'avais besoin de l'être, mais donc je vous la pose quand même. Est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui pour les edge tech? Alors, Nicolas. Oui, moi de toute façon je vais pas dire non. Par contre, je mettrais bien un petit bémol. Je pense que les gens diront des choses différentes. C'est de vraiment faire attention à ce qu'on finance et qu'est-ce qu'on cherche vraiment à montrer. Surtout par les discours que j'ai pu entendre d'Isabelle et Marjorie, par exemple, surtout Isabelle sur les projets, etc. Je suis un peu un anti-projet d'expérimentation parce que le problème, c'est que souvent à la fin, les gens qui ont expérimenté, c'est pas les gens qui payent.
Et du coup, Ouais, je suis d'accord. un peu sur, on fait payer la R&D par BPI, on fait payer la R&D par tous les gens qui sont financeurs de la R&D. Mais sinon, faut vraiment que ce soit des cas d'usage où on fait vraiment payer un, un cas marché où on sait que les gens payent derrière. On fait pas payer la R&D par des usagers ou des usagers potentiels si ça en est pas en fait. Voilà. Donc moi, l'avenir de la tech, aucun doute dans notre Super. milieu. Juste ça. Yoni? Je pense aussi Rebond- que la tech, va continuer d'évoluer et a carrément son marché dans la edge tech, parce que, en fait, pour moi, il faut pas discriminer les personnes âgées dans la tech. Elles peuvent l'utiliser, il y a aucun problème. Et du coup, tant que la tech évolue, et qu'il y a des boîtes qui l'adressent à ce public, il y aura son marché. Isabelle? Oui, alors il y a un avenir, j'en suis sûre, à certaines conditions. En effet, vous avez raison, il faut les entreprises soient viables. Déjà, il y a un modèle entrepreneurial qui soit béton. Donc c'est pour ça que la preuve entrepreneuriale, on la travaille avec Silver Valley. Parce que c'est pas la peine d'aller se lancer. Ça serait même pas éthique d'aller lancer des expérimentations coûteuses si d'emblée on sait que votre modèle ne tient pas la route. C'est pour ça qu'il faut toujours voir est-ce qu'il y a un marché, qui sera le payeur final. Et n'imaginons pas que tout le monde va être financé par la sécurité sociale. Ça, on sait d'emblée que c'est pas vrai. Il y a de la place pour la tech dès lors que l'on tient compte des cas d'usage et de l'interopérabilité aussi. Parce que là, il y a vraiment plein de solutions qui sont pensées sans intégrer l'interopérabilité. Donc, je dis toujours, si le soignant doit rouvrir 36 logiciels, ça ne marchera jamais. Et également, il faut absolument que ces solutions soient pensées dans le cadre d'un process de A à Z. Plein d'entrepreneurs viennent nous voir en nous disant mes trackers recueillent plein de données, c'est super. On leur dit oui, mais qui va analyser in fine ces données? Ah bah c'est le médecin généraliste. Non mais vous plaisantez, les médecins généralistes, on a de moins en moins, ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas forcément la formation qui plus est. Donc plus on aura pensé en amont tous ces éléments, mieux ça marchera. Et oui, on en a envie de ces solutions, à condition qu'elles soient des adjuvants aux professionnels et qu'elles allègent leur charge de travail et leur charge mentale. Voilà. Marjorie? Moi, je serais plus réservée puisqu'en fait, c'est la question qu'on se pose dans le hub. Et je rejoins Nicolas pour qu'il m'aide du coup à clarifier ce qu'on fait. Et peut-être c'est là-dessus que tu voulais aussi m'emmener sur le business model. C'est que le hub est volontairement cofondé par des grands comptes qui peuvent investir sur la question de la silver. Mais qui se sont donné ce moyen aussi de faire ce 360. Et moi, en Retex, aujourd'hui, j'ai travaillé quand même pas mal de liens avec différents grandes industries. Et il y en a peu, enfin, beaucoup se sont très intéressés par le sujet, très impliqués, très investis. Mais construire l'ingénierie financière qui va bien pour dégager des moyens et aller financer, là, j'en ai trouvé peu. Et du coup, moi, c'est toujours, c'est le sujet qu'on pourrait poser en ouverture. C'est vrai que on est dans cette évolution culturelle où c'est un marché qui est essentiellement accompagné, je dirais, financièrement par du pouvoir public. Et je pense que, alors c'est vraiment que ma lecture, mais on a vraiment cette culture du remboursement qui est très spécifique à la France quand même, et qui colore en fait ce chemin de la silver, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, comme le disait aussi Lucas, c'est plus englobant, on va vers l'aménagement de l'habitat, on va vers le véhicule, etc., la mobilité. Mais malgré tout, il y a eu au départ un prisme très santé de prix sur la question du vieillissement, et l'usager final payé pour de la prévention, c'est pas immédiat en France. Les industriels investir au-delà du temps de Linkind, c'est pas immédiat non plus. Et donc nous, la question qu'on pose dans le hub, quand je te disais co-construire, c'est une des questions qu'on a en filigrane sans arrêt. Qui paye? Et quand on n'a plus personne pour payer, on arrête. Quand je parlais d'expérimentation frugale, c'est qu'à un moment donné, et vraiment, le hub est que basé sur ça. C'est essayer rapidement et arrêter rapidement, quelque part. Ouais. Parce que, pour l'instant, on n'a pas trouvé à ce stade le business model, nous, en tout cas, sur ce volet.
C'est aussi votre avis, Lucas? Il y a quand même un avenir pour les techs dans la cyber-éco? Alors, je vais ironiser en disant, effectivement, il y a encore un avenir pour les techs dans la silver economy. Comme l'a dit Marjorie, effectivement, la question sur est-ce que la dépendance est une pathologie ou pas une pathologie, ça va définir aussi le remboursement des technologies. Je le disais au titre de dispositif médical. Un dispositif médical pouvant être un logiciel, j'en viens aussi, alors on n'en a pas parlé, mais au DTX, aux fameuses thérapies digitales, dont la France s'est emparée depuis 2-3 ans aussi, et qui fait que ces logiciels, alors c'est des applications mobiles, hein, une application mobile étant un logiciel, peuvent être remboursés par la sécurité sociale française. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore un avenir, même si le marché est devenu très très concurrentiel dans notre marché domestique, le marché français. Et par expérience, et ce que je vois aussi en faisant un petit peu le tour d'Europe des différents pays, je vois que dans certains pays, on est à des niveaux où les produits et les services sont pas très développés finalement. Je vous prends par exemple les pays baltes, typiquement, où on a eu des projets de développement. Et dans ces pays-là, typiquement, la téléassistance n'est pas aussi avancée qu'en France, et d'autres technologies ne sont pas aussi avancées qu'en France. Donc, je pense aussi qu'il faut peut-être aussi parler d'internationalisation de nos entreprises françaises, que ce soit dans les pays proches francophones, on pense bien sûr à la Belgique, à la Suisse, au Luxembourg, mais aussi voir ce qu'on peut faire dans d'autres pays de l'Union européenne, où là, je pense qu'il y a un vrai marché, il y a des très belles opportunités d'affaires. Ouais. Ok, ben écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages. J'espère que l'auditoire nous a suivis jusqu'au bout. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, ainsi se termine cette série de conférences du colloque sur l'entrepreneuriat à Cyber-Eco. J'en profite pour dire à ceux qui sont intéressés que Aix-Marseille Université ouvre un diplôme d'université sur l'entrepreneuriat dans la cyberéconomie qui démarrera en janvier. Donc c'est officiel, il va ouvrir. Il reste encore des places pour ceux que ça intéresse. Et vous y retrouverez une partie, enfin les intervenants que vous avez vus dans ce colloque, plus d'autres, tous les grands acteurs de la cyberéconomie. Et donc, voilà, je le dis, puisque j'ai l'occasion de le dire. Et en tout cas, je vous remercie pour la participation à cette dernière séance. Et merci à ceux qui nous suivaient. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir. Ne partez pas. Non.